proposer une conférence de qualité. Donc merci tout le monde. Donc on est aujourd'hui sur cette conférence intitulée Innovation et prévention à l'épreuve des inégalités. Donc en lien avec le thème du congrès, on va beaucoup parler créativité, innovation, débrouillardise, qui sont des termes qui doivent parler à tous les gens qui sont impliqués sur les questions de prévention. Aujourd'hui, on sait que le système français de soins a permis des avancées majeures, comme le montre l'accroissement de l'espérance de vie. Et tout ça est construit quand même principalement autour d'une approche curative centrée sur l'hôpital. Toutefois, ce système montre ses limites, le vieillissement des populations, la prévalence des maladies chroniques, la difficulté d'accès aux soins, les inégalités sociales, environnementales, territoriales de santé sont très présentes. C'est un contexte social qui n'est pas forcément des plus réjouissants, mais qui nous amène du coup à repenser, à proposer de nouvelles approches, à s'organiser aussi. Concernant la prévention, on a pu constater maintenant depuis de nombreuses années que la prévention avait du mal à trouver son modèle, que ce soit dans sa structuration, son financement. En effet, tout acteur impliqué sur les questions de prévention sont devenus des réels équilibristes qui composent avec des multitudes de financements, qui superposent, qui croisent, qui essayent de caler sur un même calendrier, et donc avec un vrai savoir-faire qui s'installe, et je crois que Julien notamment nous en parlera. C'est aussi la prévention qui est souvent une des premières choses qu'on fait sauter quand il y a des choix à faire, notamment actuellement dans des périodes de restrictions budgétaires. On peut voir que les soutiens, les financements se font de plus en plus compliqués. On a pu voir certaines collectivités qui se sont désengagées sur le soutien des actions de prévention, et quand on sait ces modèles un peu fragiles de cofinancement, d'assemblage de financement, ça peut rester complexe. Face à ce contexte, par contre, toujours des acteurs de terrain, des acteurs engagés à différents niveaux, n'arrêtent pas d'innover, de s'adapter, de se renouveler, et c'est d'autant plus efficace que les usages, le contexte est en perpétuelle évolution. Quand on parle beaucoup des jeunes en prévention, quand on voit la vitesse dans laquelle évoluent les usages, cela nous montre qu'on est quand même dans une obligation de devoir s'adapter très rapidement. Un autre enjeu, un autre débat qui a beaucoup actuellement autour des questions et des enjeux autour de la prévention, c'est la question de la preuve. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut s'appuyer sur de la théorie, sur des référentiels pratiques qui nous assurent que ce qu'on fait est efficace, ou au moins n'est pas d'effet iatrogène. Toutefois, on voit des difficultés, il n'y a pas forcément de consensus aussi sur la difficulté de la preuve. On voit qu'actuellement, on a des stratégies de prévention qui s'appuient quasi exclusivement sur des programmes dits probants, pris sous la définition notamment d'un programme qui a été évalué selon une étude d'essai randomisé, et donc avec un modèle qui est un peu perçu comme le Graal pour faire valider une action et permettre son financement. Ces stratégies, ce mouvement doit nous amener quand même à se poser un certain nombre de questions, notamment comment toucher des publics très divers, dans des milieux de vie très divers, avec des vulnérabilités très diverses, en s'appuyant sur une poignée d'outils, de programmes qui est en plus souvent destinés à un même public dans un même milieu de vie, principalement l'éducation nationale, qui en plus est une institution où beaucoup de choses se passent et où tout devient de plus en plus compliqué. Comment on peut s'adapter également à l'évolution des usages en s'appuyant sur des outils très structurés? Quelle est notre marge de manœuvre? Comment on travaille ça? Comment on est créatif autour de ça? Et surtout, comment ces stratégies intègrent un des objectifs qui doit être un objectif majeur de la prévention et de la promotion de la santé, c'est la réduction des inégalités sociales de santé. Plein de questions se posent.
Et la question de la créativité, l'innovation, l'équilibre avec des choses très structurées, des garde-fous, mais en même temps la capacité à pouvoir garder ce savoir-faire de débrouillardise, de nouvelles propositions. Voilà une ligne de crête qu'on va essayer d'évoquer ce matin et qui, je pense, questionne beaucoup de monde, que ce soit sur le terrain, en tant qu'acteur de terrain, en tant qu'institutionnel, financeur. Donc ce matin, on a la chance d'avoir 3 intervenantes qui proviennent de milieux et d'institutions très diverses et qui vont pouvoir évoquer comment, dans leur quotidien, dans leur métier, cette question de la créativité, l'innovation, des brouillardises en prévention est utilisée, est positive ou parfois a un côté un peu sombre ou crée des difficultés. Donc voilà, c'est autour de ça qu'on va essayer d'échanger, juste sur le modèle pour essayer de mettre un petit peu de dynamisme dans ce matin, 9h du matin de vendredi. On va avoir 3 présentations, on va essayer de prendre aussi à chaque fois 1 ou 2 questions en direct suite aux présentations et on aura un temps un peu plus important pour débattre avec vous en fin de séquence. Donc voilà, tout d'abord, je vais vous proposer de vous présenter brièvement et de nous dire dans quel cadre vous êtes mobilisé sur ces questions de prévention. Julien, tu peux commencer. Bonjour tout le monde. Donc je suis Julien Chambon, je suis actuellement directeur du XAPA et du CARUD Tempo, dans la Drôme, qui est un établissement Opélia, qui sont des établissements Opélia. Ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans que je suis directeur, et auparavant, pendant 12 ans, j'en ai été le chef de service. Et puis encore auparavant, j'ai été chargé de projet en prévention des conduites addictives à Lyon, dans une association qui s'appelait Aide Alcool, Feu Aide Alcool, dans laquelle j'ai eu l'occasion de déployer un certain nombre de programmes et d'expérimentations. Et puis pour finir cette présentation, encore auparavant, j'ai une formation académique en tant que socio-anthropologue qui m'a beaucoup permis de réfléchir à toutes ces questions et d'en arriver là. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup à la Fédération Addiction pour l'invitation. Moi, je suis Viet Nguyen Tan. Je suis responsable de l'unité Addiction à la Direction Prévention et Promotion de la Santé de Santé publique France, qui est l'Agence nationale de santé publique. Je dirige donc une petite équipe qui a une double activité, une activité à la fois un peu scientifique, pas un peu d'ailleurs, une activité scientifique qui s'appuie notamment sur l'analyse et l'exploitation des grandes enquêtes en population comme le baromètre de Santé publique France, ce qui nous permet de savoir qui consomme du tabac, de l'alcool, etc., de décrire ces populations et les facteurs associés. Et puis un autre pan de notre activité qui est plus vers la prévention et qui s'appuie beaucoup sur les techniques du marketing social, de la communication. Donc c'est de ça que je vais vous parler ce matin. Et au départ, je suis ingénieure de formation. Bonjour à tous et à toutes. Alors, ravi d'être ici. Alors, Éric Breton, donc moi je m'intéresse, là je vois tout le texte là, qui est là. Donc, moi je m'intéresse beaucoup à la question des programmes complexes, donc en évaluation. Donc, je forme et on fait des évaluations de ces programmes-là pour en tirer des enseignements pour la recherche. Donc, dans le champ des addictions, mais aussi sur des questions, par exemple, de la taxation des boissons sucrées, sur des projets de ce type-là. Je travaille aussi beaucoup sur la question des contrats locaux de santé, donc ce type de dispositif qui mobilise une diversité d'acteurs et pour lequel on essaie de voir un peu comment, à quoi ils servent, qu'est-ce qu'ils génèrent et comment ils se configurent. Voilà. Merci beaucoup pour ces présentations et donc on va enchaîner directement sur la première présentation et donc à vous. Voilà. Excellent, je vais partir. Voilà, alors ça fonctionne, c'est très bien. Je démarre ma minuterie. Alors, voilà. Donc, je veux... alors, mes remerciements, évidemment, pour cette invitation qui m'honore. Donc, j'ai quelques messages. Je vais essayer d'être succinct. Donc, j'y vais sous la forme de messages. Mais le premier, éventuellement, là, on parle d'un congrès qui est quand même sur l'innovation et tout ça.
c'est le problème auquel on est confronté, qui est celui d'être un peu enfermé dans une conception biomédicale de l'action. Nous sommes en fait, nous sommes dans un contexte où les programmes qu'on crée, en tout cas nous, les gens de la recherche, les programmes qui sont créés vont avoir tendance à être des programmes qui vont devoir, donc dès le départ, satisfaire à des conditions d'établissement de la preuve. Donc, on est un peu enfermé dans ça. Et je dis biomédical parce que la perspective biomédicale, elle considère plutôt des individus que des populations. Hein, c'est le patient. Alors que, évidemment, des gens qui travaillent en santé des populations, nous, le patient, c'est la population, ce n'est pas les individus. Donc, cette conception biomédicale, en fait, elle nous prive aussi d'une perspective, disons, systémique des programmes. On a tendance à voir les programmes comme un peu une entité, qui est un peu comme un logiciel qu'on va charger dans notre ordinateur et qui va générer effectivement des effets. Mais en fait, un programme, c'est comme les collègues australiennes le disent bien, moi j'adore cette formulation-là. Un programme, c'est un événement dans un système. Et en quoi c'est un événement dans un système? C'est que ça va reconfigurer le système, ça va transformer, modifier des transactions dans ce système. Donc, on parle évidemment de système humain, mais ce système peut aussi être constitué de choses, d'environnement et ainsi de suite. Donc, c'est important de sortir un peu de cette vision très, très rigide du programme, qui est une entité qu'on peut déplacer d'un endroit à l'autre, d'un contexte à un autre, en disant, si on respecte comment il est fait, qu'on respecte à la lettre, évidemment, sa structure et tout ça, on va arriver aux mêmes effets. Là, on le sait, on a perdu un peu cette naïveté qu'on avait, qu'un programme, quand on change de contexte, mais évidemment, il va avoir son inscription dans le contexte va avoir tendance à modifier le programme et peut-être même mettre en danger sa capacité de générer les effets. L'autre chose, c'est effectivement sur cette injonction sur les programmes probants. Et évidemment, je crois aux programmes probants. Je souhaite que tout ce qu'on déploie comme action, intervention, programme, génère effectivement des preuves. Et on sait très bien qu'il y a beaucoup d'actions, de programmes qui sont déployés depuis plusieurs années pour lesquels nous n'avons aucune preuve qu'ils fonctionnent. Et dans certains cas, quand on les évalue, on se rend compte que ça ne donnait pas grand-chose. Donc, c'est clair que cette injonction pour des programmes probants, j'y adhère. Sauf que notre problème, c'est qu'il y en a très peu. Quand on regarde les besoins de la population, effectivement, on n'aura jamais suffisamment de programmes qui satisfont à cette exigence de la preuve. Donc, M. Grandjean l'a dit, cette idée, le Saint Graal des essais contrôles randomisés, effectivement, c'est ce qui est le plus robuste pour établir la preuve, sauf que on a peu de programmes qui représentent ça. D'où l'importance, effectivement, de se tourner des programmes qui sont issus de la pratique. Et c'est pour ça que je parle de l'art du bricolage. C'est un art noble et absolument nécessaire. On doit laisser aux professionnels cette capacité de développer des initiatives. Donc, la chose le constat qu'on doit formuler sur les programmes qui sont développés par des équipes de recherche, c'est qu'en fait, ces programmes-là, comme il est écrit ici, ils arrivent avec un ensemble de ressources qui sortent complètement de la routine. Donc, l'équipe de recherche va, par exemple, amener de la légitimité. Donc, va faire que les équipes vont se mobiliser en disant on a quand même de la chance d'être avec une équipe, parfois, ou des fois, ils vont avoir plutôt un regard négatif sur l'implication de l'équipe. Mais il y a des ressources qui sont amenées, et ces ressources-là, typiquement, elles sont ponctuelles, elles ne sont pas là pour un temps très long. Donc, qu'est-ce que ça entraîne? Ça fait que les programmes que généralement on crée en laboratoire, quand on les déploie, comme on a aussi des ressources limitées pour le temps qu'on peut s'y consacrer,
c'est que souvent, on va rater l'opportunité de voir comment le programme va vraiment s'inscrire dans la réalité de la pratique et du contexte. Donc, autrement dit, on est toujours, nous, en train d'étudier des programmes qui sont, en fait, très peu matures en termes de système de déploiement. Donc, il y a cette chose-là, et il y a aussi le fait qu'on connaît très peu le contexte de déploiement, hein, les contraintes des professionnels et tout ça. Et on voit bien que ces programmes-là, quand on les amène dans un autre contexte, qu'on les a développés, souvent, bien, ils vont frapper le mur de la réalité organisationnelle et ainsi de suite. Alors, donc, moi, je vais me servir d'un exemple d'un projet de recherche interventionnelle hein, qui s'appelle Pattern. Donc, un projet qui est effectivement centré sur un bricolage professionnel, d'un programme de prévention des transmissions intergénérationnelles des conduites addictives. Et bien, pour travailler sur des programmes de la pratique, bien, il faut s'allier avec le monde de la pratique. Donc, nous, on a eu la chance, effectivement, d'avoir ce partenariat avec Addiction France. Donc, donc, la première chose, c'est que quand on nous a parlé de ce programme-là, qui s'appelle, vous allez voir, je vais le décrire, qui s'appelle Une affaire de famille. En fait, je vais tout de suite y aller parce que ça fait plus de sens. C'est quoi une affaire de famille? Donc, ça, c'est le programme qu'on est, donc, depuis quand même depuis quelques années, on évalue, on a plusieurs phases d'évaluation. C'est un programme, effectivement, avec qui est sous la forme d'ateliers. Donc, vous avez le nombre de séances là, c'est en petits groupes. C'est des gens qui ont soit des problèmes de conduite addictive ou dans leur famille, ils ont des personnes qui sont aux prises avec ce type de problème-là. Mais ils ont comme caractéristique de venir de familles qui sont en difficulté de fonctionnement. Le programme, la façon qu'il est décrit par la personne qui l'a développé, il y a une forte empreinte d'une perspective systémique. Et l'idée, c'est vraiment d'outiller les gens pour qu'ils puissent, les participants, pour qu'ils puissent reprendre un peu contrôle sur leur vie. Donc, nous, quand on nous a présenté ce programme-là, en fait, évidemment, nous, ça ne nous intéresse pas de travailler sur un programme qui a l'air, dès le départ, un peu où on se dit qu'il n'y aura pas grand chance qu'il produise quelque chose d'intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a commencé à interviewer les gens et on s'est bien rendu compte que les professionnels qui étaient impliqués avaient une vision très positive du programme. Et aussi des publics. Hein, on avait des témoignages un peu de participants du programme qui avaient une vision très positive. Évidemment, pour un programme, ce n'est pas une preuve, mais loin de là, qu'un programme génère des effets. On a plein de programmes où les gens vont remplir le formulaire de satisfaction à la fin et dire « ça a été super, on a bien aimé », mais qui ne génèrent pas d'effets. Hein, c'est juste qu'ils ont passé un bon moment. Donc, on a, en fait, les gens, ce qu'ils nous ont rapporté, c'était, comme il est écrit là, hein, des exemples tangibles de bénéfices. Il dit, nous, ça nous a donné telle chose. Ces exemples tangibles-là, dans leur discours, on était capable de les relier hein, à la mécanique du programme. Et dans le programme, la conceptrice du programme, elle expliquait bien c'était quoi les déterminants sur lesquels elle agissait. Si elle n'avait pas décrit les déterminants, là, j'aurais été un peu sceptique en me disant, effectivement, est-ce que ce programme-là est un programme prometteur? Là, j'avais effectivement une explication de pourquoi on pense que ce programme pourrait fonctionner. Donc, ce que je veux dire de tirer comme enseignement, c'est que quand on regarde un programme, on est capable, c'est un peu comme un jeu de domino, un programme. Hein. C'est pas une super image parce que ça pose une espèce de conception linéaire de la causalité. Mais là, chaque boîte, ici, est un peu comme un domino qui tombe. Hein. Donc, le premier, c'est les activités qui vont faire tomber les dominos. Ce que je veux souligner, c'est qu'un programme, au départ, pour qu'il fonctionne, il a besoin d'une adhésion. Ça a l'air idiot de dire ça, mais effectivement, un programme qui n'a pas l'adhésion des participants ne fonctionnera pas. Et cette adhésion-là, elle était d'autant plus importante ici que les gens qui intégraient le programme, ils avaient des craintes.
Ils avaient des craintes d'avoir à tout déballer sur leurs histoires de famille. On les a rassurés que ça n'allait pas être le cas. Ils avaient des craintes qu'ils allaient être attaqués, jugés, tout ça. Donc, il y a tout un travail dans l'entrée dans le programme où on va un peu les réconforter, les rassurer sur cette question-là. L'autre chose, et je ne peux pas aller très loin, je vois le temps passer extrêmement vite. L'autre chose, c'est que, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a interviewé les gens pour savoir qu'est-ce qui avait changé. Toujours en essayant de ne pas parler du programme, hein, les laisser vraiment nous exprimer qu'est-ce qui était arrivé. Et donc, ils ont témoigné de certains changements que vous voyez hein, dans la troisième boîte, des changements personnels. Hein, j'ai changé d'emploi, on voit les personnes qui regagnent la confiance en elles, des choses comme ça. On va voir que leur relation, que le programme va être capable possiblement de modifier des relations au sein de leur unité familiale. Et là, on a aussi observé, et ça c'est absolument fantastique, on a observé aussi des changements systémiques, au sens que c'est la famille élargie qui est la famille nucléaire, mais aussi la famille élargie qui est impactée par le programme. Donc, des gens qui vont dire, ben moi, j'ai participé au programme et mon mari qui n'y était pas, et ma fille, qui n'y était pas, ils ont recommencé à parler ensemble, hein, réétablir une communication. Et nous, on va demander, mais vous avez fait quoi? Ben, j'ai rien fait. Et on va leur demander, ben, vous associez ça au programme? Oui, c'est grâce au programme que c'est arrivé. Donc là, c'est un peu difficile pour nous de comprendre ça, mais on voit bien qu'il y a des effets systémiques hein, qui sont pas des effets de causalité linéaire, mais plutôt de causalité qu'on dit générique, hein, où il y a deux éléments, une nouvelle connexion qui se fait, ou une transformation de la connexion, qui va générer quelque chose qui est imprévu. Je vais vite. Donc, notre idée pour l'établissement de la preuve, c'est effectivement, là, on est sur un programme existant, donc là, on voulait vraiment être capable d'identifier les dominos, hein, qu'est-ce qui est transformé. Après ça, ben là, on a commencé à évaluer, donc à dire, mesurer, est-ce qu'il y a eu effectivement ces dominos-là ont tombé. Donc ça, on peut faire ça avec des questionnaires, on peut faire encore là avec des entretiens et tout ça. Et ensuite, ben, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on re-questionne les gens en leur demandant, ben, qu'est-ce qui est arrivé? Et là, ils vont nous parler de transformation chez eux et on va essayer de voir si on peut relier ça à la logique du programme. Donc, c'est un peu ça. L'idée, éventuellement, c'est de tomber sur avoir un niveau de preuve beaucoup plus élevé, parce que ça reste quand même encore un peu dans l'anecdotique, même si on arrive avec une logique, un modèle logique du programme qui nous montre que, dans le fond, le programme est susceptible de générer ça, parce qu'on voit un enchaînement de transformations qui arrive. Donc, les essais-contrôles randomisés, ben, on les fait quand on peut. Mais dans un cas comme ici, on va le faire. La prochaine phase, c'est un peu ça, mais on va être plutôt dans une... on ne pourra pas randomiser hein, le choix des groupes et tout ça. Mais il y a vraiment une limite où on arrive. Hein, vous la connaissez, c'est quand on est avec des populations extrêmement vulnérables, pour qui le fait même d'entrer dans votre programme est un acte de courage extrêmement important. Bien, évidemment, essayer de trouver des gens qui sont équivalents à eux, à qui on pourrait les comparer, c'est extrêmement compliqué. Donc là, il y a vraiment des limites à ça. Conclusion. J'ai 50 secondes. Conclusion. En fait, je ne sais pas si vous la connaissez, cette image, cette métaphore du type qui cherche ses clés sous la lumière du lampadaire. Il y en a qui la connaissent? Levez la main, peut-être. Ça vous dit rien? Ah oui, il y en a quelques-uns. Voilà, très bien. Bien, c'est ça. C'est l'histoire du gars. Il y a un type qui marche dans la rue la nuit. Il voit un autre type qui est en train qui est là, qui a l'air de chercher quelque chose. Et il le voit, il est sous la lumière du lampadaire. Et il lui demande, bien, est-ce que je peux vous aider? Ah ben oui, il dit, je cherche mes clés, j'ai perdu mes clés. Il dit, vous les avez trouvées où, là, à peu près? Il dit, ah, pas ici, mais ici, il y a de la lumière pour les chercher. Alors voilà, c'est un peu où on en est parfois avec la recherche, c'est qu'on s'impose finalement de chercher où on a de la lumière, c'est-à-dire où nos instruments nous permettent de chercher. Mais là, il faut aller au-delà de ça et il faut effectivement être capable d'aller au-delà de la lumière du lampadaire et essayer de développer des choses. Alors,
Alors voilà, donc le rapport de la première phase est disponible. Si vous êtes intéressé, c'est en accès libre. J'imagine que le diaporama sera rendu disponible. Alors voilà, merci. Si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Voilà. Merci beaucoup, timing parfait, présentation parfaite, super. Comme on vous l'a dit, on a le temps pour une ou deux questions entre les présentations pour pouvoir voilà, rythmer un peu tout ça. On aura un temps un peu plus important à la fin, donc, mais s'il y a une ou deux questions dans la foulée, n'hésitez pas, je ne vous vois pas, donc je ne peux pas savoir. S'il n'y a pas une question, moi j'ai juste une petite question sur cet enjeu et tous ces débats-là qui nous est propre actuellement en France. Je sais que vous avez aussi vous êtes impliqué sur différents, on le voit à instances au niveau européen. Est-ce que c'est un enjeu et des questions propres à la France, à notre actualité, ou est-ce que globalement on voit la même chose ailleurs ? Ouais, non, la question se pose partout. Hein. Je pense que Santé publique France le voit aussi avec leur contact avec leurs partenaires européens. L'établissement de la preuve, c'est compliqué, effectivement, et on arrive à la limite de ce qu'on est capable de faire avec les outils qu'on a. Cela dit, il y a des nouveaux consensus qui émergent effectivement, sur comment on peut faire. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on doit essayer de faire, c'est d'accumuler les preuves. Donc, si on n'est pas capable d'avoir l'essai-contrôle randomisé, c'est d'ajouter couche par couche de preuves, de dire, voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe là. Donc, c'est des faisceaux de preuves. On a aussi ça qui pointe dans la même direction et on accumule. À la fin, on arrive avec un niveau intéressant de preuves, mais pas nécessairement celui qu'on va avoir avec un essai-contrôle randomisé. Cela dit, un des gros problèmes qu'on a aujourd'hui, quand on regarde la littérature ou de l'évaluation de programmes où il y a eu une randomisation, donc ces essais-là, le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, souvent, c'est qu'on ne comprend pas, on a une connaissance quand même limitée des transformations générées par le programme. Donc, on regarde qu'est-ce qui se passe. On va prendre un groupe, on le suit au début, on le suit à la fin, mais sans avoir cette connaissance fine. Et là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de sciences de la mise en œuvre, de la implementation science, parce qu'on se rend bien compte que ce n'est pas un logiciel qu'on charge. C'est quelque chose qui s'inscrit dans un contexte, et ce contexte-là peut être très susceptible de modifier le programme, de neutraliser ses effets. Entre autres, si on fait mal le recrutement des participants, on peut générer des inégalités d'accès extrêmement importantes. Et donc, c'est ça. Voilà. Super, merci. S'il n'y a pas une autre question, peut-être juste dans la foulée. Tout ça, c'est des temps très longs. Comme on l'a dit, les usages, les produits, nos relations sociales évoluent à une vitesse assez incroyable aujourd'hui. Comment cette construction de la preuve, on arrive à la combiner avec ces calendriers et s'assurer que quand on arrive au bout de notre processus, qui est toujours très long, elles sont encore en adéquation avec toutes les évolutions qu'il y a eu depuis le début de ça. Merci pour la question. En fait, effectivement, là, ce qu'on fait là, c'est extrêmement lourd. Je ne vous dis pas l'argent qui a été mis par de fonds publics qui ont été mis là-dedans pour être capable d'arriver à des avancées. Je dirais aux professionnels, la première chose que vous devez faire, c'est établir au moins une preuve conceptuelle. Si vous dites, en fait, c'est un peu comme l'arc et les flèches. Vous avez une cible. Si moi, je vise pas du côté de la cible, puis qu'il y a une flèche qui apparaît dans la cible, là, je regarde ça, je me dis, j'ai mis une force sur un arc, j'ai pointé, mais je n'ai pas pointé vers la cible. Je ne peux pas prétendre que la flèche qui est plantée là, c'est moi. Donc, je pense qu'il faut arriver au moins à cette preuve théorique de dire, les activités qu'on a déployées, elles sont susceptibles de générer ces transformations-là. D'où l'importance d'avoir un modèle logique, où on voit un peu nos dominos, comment la chaîne de dominos, d'une part, mais aussi d'avoir un
beau portrait des déterminants du problème. De dire, ben, voici les déterminants, ce qui explique le problème, et voilà sur quels déterminants on va travailler, puis d'avoir un peu une idée, c'est quoi le poids de ces déterminants. Si vous travaillez sur un déterminant qui est vraiment insignifiant dans ce qui crée le problème, ben, vous ne pourrez pas dire que vous allez arriver à des grands changements dans la chose. Donc, je pense qu'on peut arriver au moins à cette espèce de preuve théorique en attendant d'être capable d'aller plus loin. Donc, ça, c'est le départ. Super, merci. C'est vrai que là-dessus, je pense qu'on aurait beaucoup intérêt à travailler de plus en plus ensemble, acteurs de terrain, acteurs académiques, autour de ces questions-là. Il y a un mouvement qui est en route et qu'il faut qu'on accentue. Merci beaucoup. On va passer à la deuxième présentation avec Viette, qui va notamment nous parler de comment, dans la construction de grandes campagnes nationales de prévention, la créativité, l'adaptation pour répondre aux besoins et aux codes des publics, comment tout ce processus se met en place. La parole est à toi. Merci beaucoup, encore merci pour cette invitation. Merci pour la présentation. Comme Eric, je mets mon minuteur et Alexis n'hésite pas à m'interrompre si je pars trop loin et si c'est trop long. Donc je vais effectivement vous parler de la manière dont on essaye d'adapter nos campagnes de prévention, de marketing social à leur public en m'appuyant sur plusieurs exemples. Alors d'abord, pour commencer, quel est ce terme barbare de marketing social? Donc vous avez ici sur la diapo deux définitions, je dirais, académiques, officielles du marketing social, dont l'une portée par le professeur Karine Galopel-Morvan, une des collègues d'Éric Breton à l'EHESP. Je dirais qu'en quelques mots simples, le marketing social, c'est tout simplement essayer d'utiliser les mêmes techniques que celles du marketing commercial, le marketing marchand, mais non pas pour concevoir et vendre un produit, mais pour identifier d'une part et promouvoir d'autre part des comportements favorables à la santé, favorables au bien-être. Donc on va s'inspirer des différentes étapes qui sont celles qu'utilisent les personnes qui travaillent en marketing marchand pour concevoir et vendre un produit, pour essayer d'aller promouvoir nos comportements favorables à la santé. Donc ces étapes, ce sont celles que vous avez ici sur la diapo. On commence par, donc en marketing marchand, on parle d'études de marché. Nous, on parle plutôt d'études scientifiques, d'analyses qui s'appuient notamment sur les données des enquêtes, quantitatives, qualitatives, pour comprendre les usages. Donc si je prends l'exemple des conduites addictives, comprendre les consommations de tabac, d'alcool, de drogues illicites, etc. Les mesurer, connaître la proportion d'usagers, les profils, les facteurs associés, les déterminants, comme disait Eric tout à l'heure. Ensuite, segmenter, cibler, c'est-à-dire découper notre population cible. Si on prend l'exemple des fumeurs, essayer de regarder qui sont les fumeurs, est-ce qu'il y a des groupes de fumeurs qui se ressemblent, qui ont des déterminants de consommation ou de souhait de diminuer leur consommation en commun. Donc on identifie des populations cibles relativement homogènes auxquelles on va s'adresser dans telle ou telle campagne. On va fixer des objectifs pour cette population cible, des objectifs comportementaux qui peuvent être aussi des objectifs d'amélioration des connaissances, d'évolution des attitudes par rapport à un produit par exemple. On va déployer ce qu'on appelle les 5 P en marketing marchand qui deviennent les 5 C en marketing social. Donc là, c'est vraiment le jargon du marketing commercial pour dire tout simplement, ça guide en fait les activités qu'on met en place pour fabriquer et ensuite diffuser, évaluer une campagne. Donc les 5 C, c'est le premier C de comportement. On va choisir le comportement qu'on cherche à promouvoir. Le deuxième C, c'est le coût d'adoption de ce comportement. En fait, en prévention, très souvent, on s'attaque à des comportements qui sont difficiles à faire évoluer. On demande aux individus, aux populations, d'opérer des changements de comportement qui sont difficiles. Par exemple, l'arrêt du tabac, on le sait, c'est quelque chose de très difficile. Il y a de multiples dépendances physiologiques, comportementales, etc. Donc on va essayer de minimiser le coût d'adoption de ce comportement qu'on cherche à promouvoir, d'essayer de rendre ce changement de comportement le plus facile possible. Le troisième C, c'est le C de capacité d'accès, la capacité à changer de comportement. On va essayer d'apporter des aides pour favoriser le changement de comportement. Le quatrième C, c'est celui de communication. C'est celui qui vient le plus facilement à l'esprit quand on évoque le mot marketing social, puisqu'il y a beaucoup de communication, de publicité qui est faite en faveur du comportement qu'on essaye de promouvoir. Et puis le dernier, il est très important, c'est le C de collaborateur ou le P de partenaire. On essaye de s'adjoindre l'appui, la collaboration, l'aide de nombreux partenaires pour nous aider à pousser ce comportement qu'on cherche à favoriser. Et puis, en dernier lieu, la dernière étape, l'évaluation, très importante, comme pour chaque projet, mais vraiment en marketing social, c'est quelque chose qui est complètement inscrit dès le début du projet pour essayer d'optimiser pour la fois suivante les campagnes d'après.
Donc maintenant, je vais prendre mon premier exemple qui va porter sur le tabagisme, donc marketing social, prévention du tabagisme, avec le prisme des inégalités sociales de santé, pour essayer de vous présenter la manière dont on aborde ces sujets croisés-là quand on élabore nos campagnes de prévention. Alors pour commencer, faut savoir, mais vous le savez je pense, qu'on a un niveau de preuve, c'est-à-dire une quantité de littérature scientifique qui est importante et qui est en faveur de l'utilité, de l'intérêt d'utiliser les techniques du marketing social et de la communication pour favoriser l'arrêt du tabac. Donc beaucoup d'études qui ont été menées dans de nombreux contextes, dans de nombreux pays et qui montrent que les campagnes de prévention du tabagisme peuvent être efficaces pour prévenir le tabagisme. Mais évidemment, comme pour chaque action de prévention, il est absolument nécessaire de s'adapter à la situation du tabagisme dans un pays donné, dans un contexte donné, et au profil des fumeurs auxquels on souhaite s'adresser. À ce titre-là, vous le savez, depuis un peu plus de 20 ans maintenant, on suit l'évolution du tabagisme, notamment grâce aux grandes enquêtes comme le baromètre, et on a pu observer depuis le début des années 2000 et jusqu'au milieu des années 2010 un très fort accroissement des inégalités sociales relatives au tabagisme. Ça se voit sur les deux graphiques que vous avez ici à gauche et à droite en bas de la diapo qui présentent l'évolution du tabagisme depuis le début des années 2000 jusqu'en 2023 selon la situation professionnelle à gauche et selon le niveau de diplôme à droite. Et à chaque fois, vous avez trois courbes. La courbe en bleu, c'est celle qui présente l'évolution du tabagisme parmi ceux qui sont les plus défavorisés. Donc à gauche, parmi les chômeurs, les demandeurs d'emploi. À droite, parmi ceux qui sont les moins diplômés. Et donc on voit que ces inégalités sont fortement creusées avec une augmentation de la prévalence du tabagisme, de la proportion de fumeurs parmi les demandeurs d'emploi entre 2000 et 2015-16, une augmentation aussi parmi ceux qui sont les moins diplômés, alors qu'à l'inverse, la prévalence du tabagisme diminuait parmi ceux qui étaient les plus favorisés. Donc scénario catastrophe en termes d'équité sociale et d'inégalité. Heureusement, à partir du milieu des années 2010, on a réussi collectivement à stopper cette augmentation des inégalités avec, vous le voyez, tout de même une baisse importante du tabagisme parmi les plus défavorisés, encore une fois, à la courbe bleue sur les deux graphiques, mais on reste à des niveaux d'inégalité extrêmement importants, extrêmement préoccupants, avec 10 à 15 points d'écart entre la proportion de fumeurs chez ceux qui sont les plus favorisés, qui est plus faible, et chez ceux qui sont les moins favorisés, qui est plus élevée. Donc c'est une situation qui est absolument majeure et prioritaire quand on regarde la situation du tabagisme que cette question des inégalités sociales. Comment est-ce qu'on la traite en communication et dans le cadre de nos campagnes ? On a recours à ces techniques du marketing social. Donc l'idée, c'est d'essayer d'inciter et d'aider tous les fumeurs français, tous les fumeurs en tout cas, à s'arrêter de fumer. Tous les fumeurs sont concernés par nos campagnes, mais on va essayer de faire plus d'efforts pour plus particulièrement nous adresser aux fumeurs les plus défavorisés au niveau socio-économique. Donc ils vont représenter notre, entre guillemets, cible. Je sais qu'on peut ne pas trop aimer ce mot de cible, mais en tout cas, ils vont représenter la population prioritaire à laquelle on va essayer de s'adresser dans le cadre de nos campagnes. C'est finalement une forme d'application du principe de l'universalisme proportionné, des campagnes pour tous les fumeurs, mais avec plus d'efforts qui sont faits pour essayer de s'adresser, essayer d'aller chercher les plus défavorisés. Et donc ça se traduit à toutes les étapes de conception de nos campagnes, à la fois dans la phase de conception des supports de communication, finalement les contenus, à la fois les messages, les mots qu'on utilise, essayer d'utiliser des mots simples, des phrases simples, les plus compréhensibles possibles, les plus accessibles, avec des illustrations qui permettent de faciliter la compréhension. Également dans le choix que l'on peut faire dans le cadre des supports de communication, par exemple quand on pense à des vidéos, des films, essayer de choisir des situations dans lesquelles les fumeurs défavorisés au niveau socio-économique vont pouvoir se reconnaître, donc pour favoriser l'identification de ces fumeurs dans le cadre de nos campagnes. Également, toujours sur le plan des messages que l'on met en avant dans le cadre des campagnes, on va essayer de mettre en avant des aides à l'arrêt du tabac. Donc, je le disais tout à l'heure, c'est très important de montrer aux fumeurs qu'en fait, il existe beaucoup d'aides qui peuvent les aider à rendre moins difficile l'arrêt du tabac. Et on essaie de mettre en avant des aides qui sont très accessibles, voire gratuites, pour faciliter, là encore, leur appropriation par les fumeurs les plus défavorisés. Dans les phases de conception de ce qu'on appelle les plans médias, c'est-à-dire le choix des différents médias qui vont être les vecteurs de communication qu'on va utiliser pour diffuser nos campagnes de communication sur le tabac, on va essayer de choisir les médias qui nous garantissent une plus forte exposition des cibles prioritaires de nos campagnes.
C'est pas moi, non, c'est Eric. Pas de souci. Donc ça veut dire que grâce à la connaissance qu'on a, grâce aux experts auxquels on s'adresse et qui nous aident à identifier ces médias-là, on va choisir les médias qui sont les plus consommés, entre guillemets, par nos cibles prioritaires. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, pour les grandes campagnes médiatiques contre le tabac, comme par exemple la campagne Moi sans tabac, on diffuse beaucoup en télévision, qui est aujourd'hui un vieux média, entre guillemets, par rapport aux médias digitaux, etc., plus modernes, qui sont beaucoup développés ces 15 dernières années, mais qui reste encore un média très, très efficace pour nous adresser à nos cibles prioritaires, donc les fumeurs les plus défavorisés. C'est aussi pour ça que dans le cadre de ces médias TV, on fait souvent ce qu'on appelle des opérations spéciales, c'est-à-dire des partenariats avec certains médias, certaines chaînes, pour le dire plus clairement, TF1, France TV, M6, etc. Et notamment avec des personnalités, des présentateurs, des animateurs qui sont très connus sur ces chaînes-là, qui vont s'engager pour parler de Moi sans tabac et qui vont permettre de créer cette affinité, puisqu'ils sont très populaires, notamment auprès des cibles qu'on cherche à convaincre, et qui vont créer cette affinité qui va favoriser l'adoption des messages de prévention. Et puis on va adopter d'autres médias en digital, en affichage au plus près des fumeurs dans leur quotidien, qui nous permet d'atteindre les cibles que l'on cherche à viser prioritairement. Également dans le travail d'établissement des partenariats, donc je le disais, le P, le C de collaborateurs, le P de partenariat, c'est un élément très important des campagnes. On va essayer de travailler avec des partenaires qui connaissent bien les publics que l'on cherche à atteindre, qui vont nous aider à diffuser les campagnes, les messages et les aides au plus près de ces publics-là. Et puis, pour terminer, c'est aussi très important de prendre en compte cette dimension inégalité sociale au moment où on conçoit les évaluations des campagnes, ne serait-ce que, en tout premier lieu, à l'étape de conception du protocole d'évaluation, s'assurer que notre protocole il va nous permettre de dire quelque chose de l'impact de nos campagnes fonction du gradient social. Et donc ça nécessite parfois d'avoir des plus gros échantillons dans les enquêtes quantitatives, par exemple, ou bien dans les enquêtes qualitatives, de prévoir dès le début, au moment du recrutement, de pouvoir s'assurer, de pouvoir interroger les cibles prioritaires de nos campagnes. Et si je prends l'exemple de Moi sans tabac, donc c'est vraiment une campagne qui, depuis 2016, suit ces grands principes que je viens de vous présenter, et sur lesquels, dans le cadre de laquelle, pour nos évaluations, on a réussi à montrer qu'il n'y avait pas de différence d'impact selon le niveau socio-économique, c'est-à-dire que les fumeurs favorisés ou moins favorisés participaient autant à Moi sans tabac, étaient aussi exposés et essayaient autant d'arrêter de fumer, quel que soit leur niveau socio-économique, ce qui est un résultat plutôt rassurant quand on sait que parfois, quand on ne fait pas tous ces efforts-là, certaines campagnes peuvent avoir tendance à davantage parler, entre guillemets, aux plus favorisés. Je vais prendre un deuxième exemple en juste quelques minutes, l'exemple de la population des jeunes adultes et des consommations de substances. Donc là, je vais vous présenter en fait les dispositifs qu'on a pu imaginer pour essayer d'agir en prévention en contexte festif auprès des jeunes adultes, donc les 17-25 ans. Donc vraiment une toute autre problématique, une toute autre population que celle des fumeurs dont je viens de parler à l'instant. Alors, je le disais, on le disait, c'est un peu le thème aussi de cette session. L'adaptation au public, elle est primordiale. En marketing social, on segmente et on conçoit les objectifs de chacune des campagnes fonction des populations auxquelles on s'adresse, fonction de ce que l'on sait des consommations, des motifs de consommation de ces populations-là. Et donc, quand on s'adresse à des populations de jeunes adultes qui consomment de façon épisodique, ponctuelle, mais parfois très importante en contexte festif, on va être sur une démarche plutôt de réduction des risques que sur une démarche de prévention stricto sensu. C'est-à-dire que l'objectif, il va être d'inciter les publics jeunes à faire attention à leurs pairs, à leurs amis, en contexte festif, en soirée, pour éviter les excès, ou les limiter en tout cas, et pour éviter les risques immédiats qui vont être associés à ces consommations importantes en contexte festif. En termes d'objectifs, on ne va pas être sur un objectif de zéro consommation, on ne va pas proscrire la consommation d'alcool ou d'autres substances de drogue illicites, mais plutôt inciter à limiter les consommations dans une approche pragmatique. Et puis on va valoriser l'attention portée aux pairs pour limiter les risques, réduire les risques pour ceux qui ont consommé en contexte de soirée. Donc en termes de vecteurs de communication, si je reprends un peu tout à l'heure ce que j'expliquais pour le tabac, on va là encore s'adapter à notre cible, la cible des jeunes adultes, et on va essayer d'utiliser des médias que ces jeunes adultes consomment, donc en l'occurrence
pas tellement de la télé, qui est entre guillemets un vieux média plutôt consommé par d'autres cibles, mais plutôt le digital, les réseaux sociaux, des médias réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, etc. Une tonalité de campagne qui, là encore, va être complètement adaptée à la cible, plus positive, plus connivante, plus en adéquation avec les aspirations des jeunes adultes, et puis en lien avec les représentations des jeunes autour notamment de l'alcool et des drogues illicites. Et puis, là encore, en dernier lieu, en termes de vecteurs d'information, de communication, on va s'appuyer dans la plupart de nos campagnes qui s'adressent à ces populations-là sur des influenceurs qui vont être populaires auprès de nos cibles et qui vont finalement être prescripteurs des comportements qu'on cherche à promouvoir. Je vous avais présenté 2 exemples de campagnes qu'on a pu mener auprès de cette cible. La première, c'était une collaboration maintenant assez ancienne qui date de 2018 avec les influenceurs McFly et Carlito, mais je vais peut-être plutôt m'attarder sur le 2e exemple que j'avais pris, qui est plus récent en fait. C'est la campagne que vous connaissez peut-être, qui s'appelle C'est la base, qui a été diffusée 2 fois en 2023 et 2024, et qui illustre bien tout ce que je vous disais sur l'adaptation à la cible, le choix des vecteurs, le recours à des influenceurs, avec une campagne qui est vraiment une campagne de réduction des risques, de limitation des consommations, qui s'appuie sur ce slogan, cette baseline « c'est la base », et dans laquelle on cherche à promouvoir des attitudes, des comportements qui vont être favorables à la santé en contexte festif, en ponctuant les différents messages de ce slogan « c'est la base », faire attention à ses potes en soirée, c'est la base, ne pas pousser ses potes à consommer en soirée s'ils n'en ont pas envie, c'est la base, etc. Donc, comme vous le voyez ici sur cette diapo, c'est une campagne qui s'est déployée dans plusieurs médias plutôt affinitaires auprès des cibles auxquelles on s'adresse, donc des vidéos en ligne, des spots audio, un partenariat avec Combini et de l'affichage pour les lieux de consommation. Et puis, une évaluation qui a montré que cette approche était plutôt pertinente pour toucher sa cible. Des contenus déjà qui ont été très visibles, c'est la première étape. Et ensuite, des contenus qui, dans les études de type post-test, donc les enquêtes quantitatives qu'on peut mener après diffusion des campagnes, ont montré des scores d'adhésion à la campagne, d'agrément, de compréhension, qui sont plutôt élevés. Et également des scores d'incitation à adopter les comportements qu'on cherche à promouvoir dans la campagne, qui, comme vous le voyez ici, sont assez élevés, avec par exemple 80% des jeunes interrogés qui se disent encouragés à réduire leur consommation, et puis 91% des jeunes qui indiquent que la campagne les incite à conseiller à un ami qui consomme excessivement pendant la soirée de ralentir sa consommation, qui est également un des messages de la campagne. Donc, quelques mots pour conclure, avec une petite minute de retard sur le timing. Je vous ai présenté quelques exemples qui illustrent le fait que le marketing social consiste vraiment à s'adapter, adapter le message, les vecteurs de communication, etc., mais également la tonalité du message aux cibles, aux populations auxquelles on s'adresse. Dans toutes nos campagnes, la réduction ou à minima le non-creusement des inégalités sociales, c'est vraiment un enjeu majeur qui, depuis, je dirais, une quinzaine d'années, a pris de plus en plus de place et qui est maintenant devenu complètement prioritaire pour chacune des campagnes sur les addictions, mais aussi sur les autres sujets qu'on peut mener à Santé publique France, avec plutôt des campagnes qui sont conçues pour tous les consommateurs de tabac, etc., pour tous les Français en ce qui concerne l'alimentation, les fruits et légumes, etc., par exemple, mais avec davantage d'efforts à chaque fois et d'attention qui sont portés au public plus défavorisé. Ça peut s'appuyer sur des campagnes grand public, entre guillemets, ou des supports parfois plus ciblés. Et puis pour terminer, je voulais aussi mentionner, et ça fait aussi le lien avec les autres présentations de la matinée, que ces campagnes de prévention, on a bien conscience qu'elles sont utiles. Pour certaines d'entre elles, elles sont, on le pense, nécessaires, mais qu'elles ne sont pas suffisantes en matière de promotion de la santé. C'est vraiment des types d'actions qui sont complètement complémentaires avec ce que peuvent faire d'autres acteurs, notamment les acteurs de terrain, qui agissent au plus près des populations avec des programmes comme ceux qu'Éric vous a présentés ou celui que Julien va vous présenter. Donc ça, on en a vraiment bien conscience. Il faut, à notre sens, voir toutes ces actions-là comme un ensemble d'actions qui, conjuguées, combinées ensemble, permettent d'améliorer, de promouvoir la santé. Et puis, en complément de tout ça, il nous semble absolument nécessaire de poursuivre le plaidoyer en faveur d'environnements qui vont être plus protecteurs, plus favorables à l'adoption des comportements qu'on cherche à promouvoir, en rendant ces comportements plus faciles à adopter, plus accessibles. Et ça passe nécessairement par également des actions de régulation, des actions réglementaires, législatives qui permettent de modifier cet environnement.
Ce n'est pas la prérogative ni des acteurs institutionnels comme Santé publique France, ni des acteurs de terrain, ni des chercheurs d'ailleurs de mettre en œuvre ces actions, mais en tout cas, c'est notre responsabilité et il reste très important de conduire ensemble ce plaidoyer. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Viette. Pareil, on a le temps pour une ou deux questions dans la foulée, s'il y a dans la salle. Alexandre, je vois. Oui, bonjour. J'avais une question et qui est peut-être naïve. Je voulais savoir si pour ces campagnes de prévention, le public cible était associé à la fois à la réflexion, à la création et à la conception. Voilà. Merci beaucoup pour la question qui n'est pas du tout naïve et qui est très importante. Pour chacune des campagnes, il y a un degré d'association des publics concernés qui peut être assez variable, mais à minima, le socle de base, c'est que systématiquement, bon, déjà on s'appuie sur les études qui nous permettent de mieux connaître ces populations-là, et puis elles sont systématiquement pré-testées auprès de nos cibles prioritaires pour s'assurer qu'elles sont comprises, tester leur réception finalement et tester leur potentiel d'efficacité, même s'il ne s'agit pas là, à ce stade-là de tester leur efficacité avant même qu'elle soit complètement terminée. Et ces étapes de pré-test, il y en a parfois plusieurs successivement, elles sont extrêmement importantes parce qu'on se rend compte que malgré les connaissances qu'on a pu accumuler, malgré tous les experts qu'on consulte, parce qu'on ne travaille pas tout seul à Santé publique France sur l'élaboration de ces campagnes, on a des comités d'appui thématique, des comités d'experts qui nous aident à les construire. Parfois, on se trompe en fait sur les messages, leur tonalité. Parfois, on ne fait pas des choses qui sont suffisamment compréhensibles. Donc, ça nous permet d'ajuster les messages. Donc, c'est en tout cas, à minima, on fait systématiquement ça. Et parfois, on va un peu plus loin dans la co-construction, entre guillemets. Il y a une autre question, je crois. Non. S'il n'y a pas d'autres questions, on va continuer. Juste, moi, je voulais, pour faire la transition avec peut-être la présentation à venir de Julien, je pense qu'en effet, il y a cet intérêt aussi d'articulation vraiment importante sur le terrain. On l'a vu en période Covid, avec parfois même une défiance par rapport aux institutions qui portent des campagnes grand public, etc. Et à contrario, d'autres campagnes, alors pour le coup, moi j'ai en tête l'exemple qui n'est pas porté par vous, mais une grande campagne nationale, le Dry January, où le terrain se saisit vraiment d'événements locaux, de choses qui, on voit, arrivent à diffuser sur des publics que l'on touche un peu plus difficilement. Donc voilà, c'est peut-être aussi une invitation à encore accentuer ce travail collectif et de voir comment les relais de terrain, parce que j'ai l'impression que beaucoup de choses se jouent beaucoup plus sur les territoires maintenant. Donc voilà, aussi pour faire aussi la transition du coup avec Julien, donc, qui va nous parler maintenant comment au niveau de son expérience et de sa structure, débrouillardise, créativité, innovation et son quotidien à différents niveaux. Julien, la parole à toi. Également, ça y est, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que je suis un peu aphone aussi ce matin, victime du syndrome du vendredi matin. C'est un mystère qu'il faudrait qu'on arrive à résoudre sur les congrès de la Fédé. Je m'en excuse. Oui, je voulais commencer sous l'angle de l'inventivité et puis en vous proposant une ou deux petites anecdotes. Alors c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire en prévention, partir d'anecdotes édifiantes, on le sait bien. Et c'est pas pour vous édifier que je fais faire ça, mais j'ai choisi des anecdotes qui sont très concrètes, très petites, pour parler un petit peu de la réalité, de comment s'exprime l'inventivité des équipes sur le terrain. Il y a quelques jours, Suzy Boquien, qui est éducatrice spécialisée, animatrice de prévention à Tempo, est venue me voir. Et elle revenait juste d'une intervention auprès d'une quinzaine de jeunes garçons. Alors, je ne sais plus si c'est dans un lycée horticole ou dans un CFA. Toujours est-il que c'était dans la filière agricole. Et il se trouve que Suzy essaye d'implanter auprès de certaines classes de cet établissement le programme Verano. Alors, petite précision, on n'est pas financé actuellement sur Verano. On l'expérimente, en fait, quelque part. C'est un pari qu'on fait, j'y reviendrai, un pari sur nos budgets N-2,
N-3, N-4, on ne sait pas trop. Mais voilà, on investit là-dessus dans l'espoir que ça puisse déboucher sur le programme. Il faut qu'on le maîtrise. Et donc, Suzy expérimente ce programme. Elle en était, je crois, à sa deuxième rencontre avec ses adolescents sur le module qui portait sur la gestion des émotions. Et dans le cadre de ce module, il faut attaquer sur la question du stress. La porte d'entrée en général, c'est le stress et questionner les adolescents sur le stress. Donc, Suzy y va avec sa connaissance du programme et son habitude, et ça ne marche pas. Elle a une classe mutique en face d'elle. Le stress, ils ne connaissent pas. Alors, un petit temps d'hésitation et de surprise, et puis elle les connaissait, elle les avait déjà vus une première fois. Elle dit, bon, ok, vous ne subissez pas de stress, vous, pas de problème. Par contre, comme j'ai vu la dernière fois, parfois vous êtes un petit peu en colère. Et c'est à partir de ce moment-là que la séance est vraiment partie, parce que ces jeunes garçons ne reconnaissaient pas le stress, en tout cas n'étaient pas en mesure d'en parler. Par contre, la colère, c'était super légitime d'en parler. Et à partir de ce fil-là, ils ont pu évoquer la difficulté dans leur relation avec leur employeur, dans la relation avec leurs collègues, avec leurs enseignants, etc., leur peur, leur crainte du futur. Bref, on a pu mener ce module et atteindre l'objectif par des voies détournées au départ. Mais ça nous montre comment... sur le terrain, il faut vraiment réagir et savoir saisir des perches et tirer des fils qui ne sont pas forcément dans le contenu réel du programme. Voilà, on va le dire comme ça. J'ai une autre anecdote. Alors, j'ai essayé d'être bref, mais peut-être que vous connaissez cet outil qui est le cube des dangers et le cube des motivations d'usage. C'est un outil qui est beaucoup utilisé depuis un certain nombre d'années dans de nombreuses interventions. Ce qu'on ignore souvent, c'est que, alors, il repose sur certaines notions théoriques qui ont été proposées par Alain Morel et Jean-Pierre Coutron, qui travaillaient sur ces deux notions en discriminant un petit peu les dangers des drogues et les motivations d'usage. Mais à la base, le CUBE, c'est une jeune animatrice de prévention de Logos, à Nîmes, je crois, Clémence, alors j'ai pas son nom, je crois qu'elle travaille plus là-dedans, qui avait juste lu des textes de Morel et Coutron et qui a eu l'idée de le modéliser en 3 dimensions, modèle qui aujourd'hui encore fait référence, en tout cas qu'on utilise énormément et qui a été par la suite introduit à des fins de meilleure compréhension dans la modélisation que propose Morel et Coutron. Tout ça, c'est parti de la créativité spontanée d'une jeune animatrice de prévention. Ces exemples-là, on pourrait les multiplier. Et je les ai choisis parce que c'est ceux qui me sont venus à l'esprit, mais il y en a des centaines et des centaines et des centaines. Et je pense qu'ils prouvent à la fois les grandes compétences de nos équipes, la grande envie et le grand désir de création et la grande qualité de ce qu'ils peuvent faire au quotidien. Et ça, je pense que c'est important de commencer mon propos par ça, de le souligner, de leur rendre hommage aussi, parce que cette inventivité, il exprime, alors peut-être ou à cause de modalités d'exercice qui ne sont pas toujours évidentes. Très sincèrement, nos animateurs de prévention ne sont pas dans des conditions de travail optimales, avec des calendriers extrêmement complexes à gérer, avec des directions pas toujours présentes, là aussi, ou suffisamment présentes, là aussi j'y reviendrai, et surtout avec la question toujours en suspens de savoir si les actions qu'on a lancées pour les 3 prochaines années, on pourra les continuer l'année prochaine, donc à subir parfois certaines injonctions paradoxales qui sont pas faciles. Alors je vais en venir à moi. Je n'ai pas lancé le chronomètre, j'espère. Je vais le lancer à partir de maintenant. Est-ce que vous savez me dire combien de temps? Est-ce que j'ai pris 5 minutes déjà? Je continue. Ok, merci. J'ai une petite difficulté avec la notion d'innovation. C'est pour ça que je suis parti sur l'inventivité. Parce que moi, j'ai la sensation que ça fait peut-être plus de 25 ans, 30 ans, qu'on fait de l'innovation. Et d'une certaine manière, c'est cette même innovation qui se renouvelle, bien sûr, grâce à l'inventivité de nos acteurs de terrain, mais qui n'arrive pas... C'est comme si on n'arrivait pas à enclencher la seconde. Moi, quand j'ai commencé ma carrière en 2006, on était déjà sur des programmes de prévention. Alors, c'était un programme qui s'appelait Prévention par l'expression et la création. On avait une approche, on va dire, une entrée plutôt psychanalytique, mais c'est globalement un travail sur les compétences psychosociales. On aurait pu le proposer comme ça aussi. Et puis, je m'efforçais aussi de déployer
c'était pas toujours facile, hein, encore plus difficile qu'à l'heure actuelle, des programmes, je pense au programme Ad Modus Vivendi qui a largement inspiré, programme québécois qui a largement inspiré Verano par exemple. Donc dès 2006, on essayait de faire ça et j'étais loin d'être le seul. Autour de moi, je voyais que c'était une tendance assez généralisée et qu'en plus, on s'appuyait sur une littérature qui était largement antérieure à tout ça. Donc pourquoi on n'arrive pas à passer le cap, en fait, et à se dire c'est plus de l'innovation, c'est intégré à nos politiques, c'est intégré à nos politiques, c'est intégré à notre travail, c'est intégré à nos pratiques, et ça roule, quoi, parce que ça roule pas. Moi, je pense qu'il y a deux obstacles principaux qui viennent expliquer ces difficultés. Le premier, et vous l'avez cité en introduction, toi Alexis et toi Eric, il concerne une organisation, une structuration du modèle de santé publique ou de la pensée française de santé publique qui repose sur une approche, tu as dit biologique, tu as dit curative, on pourrait même aller jusqu'à dire hygiéniste, qui correspond très mal à la base théorique que nous, on utilise dans l'approche préventive telle qu'on la promeut et qui correspond à une approche qu'on pourrait appeler, je ne sais pas, je tente les choses, psychosociale ou éducative de la question, qui va au-delà de l'objet et du comportement pour questionner des déterminants de santé. Donc il y a ce premier obstacle qui s'exprime dans les représentations et qui s'exprime aussi dans l'organisation de notre système de santé, qui fait qu'aujourd'hui on a quand même beaucoup de difficultés, tous ensemble, hein, là c'est quelque chose qui est important de préciser, je m'exprime en tant qu'opérateur, mais je vois bien que les questions sont les mêmes du côté de nos tutelles, de nos gestionnaires respectifs. On a du mal à trouver le modèle, tu en as parlé Alexis, le modèle qui permette de financer et de mettre en avant tout ça et donc de passer la seconde. Il y a un autre obstacle assez important et qui nous perturbe beaucoup, c'est plus globalement les représentations socioculturelles qui entourent l'objet drogue et par extension la question de la prévention. On reste aujourd'hui, et on peut le regretter, sur un modèle où il y a une forme de confusion entre prévention et répression. Et quand on s'y penche et quand on y pense vraiment, c'est assez désespérant. En vérité, moi, il m'arrive aujourd'hui, à l'heure actuelle, de me dire ça fait 30 ans qu'on est là-dedans. Et à travers certains échanges que mes équipes peuvent me rapporter avec des acteurs du terrain, parfois j'ai juste envie de jeter l'éponge. Parce que j'ai l'impression qu'on a loupé quelque chose, qu'on n'a pas fait œuvre de suffisamment de marketing social, je pense, pour arriver à expliquer que la prévention et la répression, c'est deux choses différentes. Alors si j'en parle particulièrement aujourd'hui, c'est parce que au-delà du désespoir que ça évoque, c'est surtout une inquiétude, parce que je crois que je ne suis pas seul à constater que ces derniers mois et ces dernières années, cette approche-là et ce discours-là, qui va à l'encontre de tout ce qu'on sait sur l'efficacité de la prévention, ce discours-là, qui consiste à mobiliser la peur pour faire des actions coup de poing de prévention, il se renforce très clairement. Et dans les mois qui précèdent, j'ai entendu à plusieurs reprises des messages tels que la meilleure des préventions, c'est la répression, ou la répression, c'est la meilleure des préventions. Je ne sais plus dans quel ordre, mais j'ai entendu plusieurs fois ces derniers temps. Et on est aussi confronté sur le terrain à des campagnes qui sont basées un petit peu sur ce modèle-là, qui revient à stigmatiser quand même les personnes qui font usage de drogue, c'est-à-dire la quasi-totalité de la population française et de la population adolescente, et qui viennent rompre, avant même qu'ils naissent, le lien que ces personnes peuvent avoir avec nos structures et nos intervenants. Et là, je pourrais pendant des heures vous parler du désespoir que ça génère aussi chez mes intervenants de terrain qui doivent bien souvent ramer à contre-courant pour obtenir l'adhésion des groupes ou des jeunes qu'ils ont en face d'eux, qui ont l'impression que ce discours-là, c'est le discours que toute la communauté adulte tient. Et donc là aussi, ça questionne sur la manière dont on arrive à articuler les différents messages qui sont proposés, parce que là aussi, il ne s'agit pas de jeter l'opprobre. Ce qui m'a surpris ces derniers temps, c'est quand même de constater et de vérifier que les acteurs qui édictent ce genre de messages le font de manière très sincère,
des intéressés parce qu'ils sont convaincus que c'est ça la prévention. Et pour déconstruire ça, encore une fois, on a loupé le coche et je pense qu'il y a un gros travail à faire de ce côté-là. Bon, je me suis un petit peu étendu sur cette question-là, mais je pense que c'était important de le citer. Alors, je voulais quand même parler des programmes, mais tu m'as beaucoup coupé l'herbe sous le pied et je t'en remercie sur cette question-là. Moi, je voulais en dire deux choses. La première, et je vais citer ici un ami directeur de XAPA qui m'a dit les programmes probants, mettre en place des programmes probants, c'est un peu comme essayer de mettre un piano à queue dans une chambre de bonne. Et c'est un peu la sensation que nous on a avec un haut seuil d'exigence et de qualité exigée, mais tu l'as cité, qui est particulièrement problématique au regard de la réalité de terrain. Et puis tu as aussi questionné cette tendance au tout programmatique. Bon, là aussi, j'aurais un certain nombre d'anecdotes, mais je ne vais pas les multiplier aujourd'hui, mais effectivement, moi, j'ai quand même la sensation que, même si on est tous d'accord sur l'intérêt des programmes de prévention, aujourd'hui, ils représentent une portion très congrue de ce qu'on peut faire en prévention et qu'un certain nombre d'autres actions qui ne correspondent pas à ce modèle-là et qui ne peuvent pas être évaluées sont tout aussi efficaces à moyen et à long terme. Je sais pas. Les exemples sont pléthores là aussi. Moi, je pense à un partenariat qu'on a avec un centre socio-culturel depuis de très nombreuses années qui accompagne des groupes de jeunes dans des projets qui évoluent selon le groupe de jeunes, selon les générations. Et bien oui, une année, le projet de ce groupe de jeunes va être d'organiser un festival dans lequel ils vont inviter également leurs familles. Et bien le travail de prévention qu'on va mener toute l'année avec eux autour de la question de la réduction des risques, avec des choses assez incroyables qui se font d'ailleurs de ce côté-là. Ce sera ça une année. L'année suivante, ce sera le travail sur une grande fresque au centre socio-culturel du Diois. On n'est absolument pas dans un programme, mais ça fait expérience et je suis convaincu que c'est ça faire de la prévention, surtout après 10, 15 ans de partenariat. Alors je voulais aussi en arriver au sujet parce que on a parlé un petit peu innovation, inventivité. Alexis, tu as parlé de débrouillardise. Moi, je vais évoquer un petit peu la réalité des directeurs de structure et je parlerai plutôt d'angoisse, de bricolage, de cataplasme sur une jambe de bois. En tout cas, j'aurai une approche un petit peu plus critique de tout ça, où je vais voir le verre à moitié vide, mais c'est parce que aussi c'est ce qu'on vit. Notre réalité, c'est que financer les actions de prévention, c'est possible, mais c'est extrêmement compliqué et avec la sensation que ça l'est toujours plus. Aujourd'hui, pour faire tourner nos équipes, on repose nos équipes de prévention, on repose exclusivement sur des appels à projets. Des appels à projets qui sont non pérennes. Et pour stabiliser nos équipes, il faut qu'on puisse se projeter à long terme pour leur garantir leur salaire et respecter les termes du contrat qu'on a passé avec eux. Donc on est amené en tant que directeur à multiplier les réponses aux appels à projets pour nous sécuriser un petit peu autour de tout ça. Et très rapidement, on se retrouve pris dans une espèce de course qui pourrait aussi être considérée comme une fuite en avant. Et c'est un cercle vicieux qui s'instaure assez vite, où on se retrouve piégé dans les difficultés de gestion et toutes les conséquences que ça a sur l'activité des équipes pour pouvoir effectivement arriver à faire tenir tout ça. La multiplication des appels à projets, pour nous, c'est une perte de contrôle totale du calendrier. Et je vous passerai ici certaines expériences que j'ai moi-même vécues derrière mes 3 écrans, mes 6 tableurs Excel et mes 4 documents Word, à ne plus savoir si j'étais en train de remplir une demande ou un bilan. Et au-delà de la question du calendrier, il y a celle du montage financier, de la complexité des montages financiers auxquels on est confronté. Alors là aussi, je suis encore jeune directeur et je me suis formé pour devenir directeur. J'ai vu à l'œuvre mes directeurs précédents. J'étais persuadé que durant ma formation, on allait me donner
baguette magique ou une équation, quelque chose qui allait me permettre de gérer plus facilement cette réalité-là. Bon, on peut être terriblement naïf, ingénu, elle n'existe pas cette formule, et j'ai fini par comprendre pourquoi tout ça c'était pas possible et c'était utopique. Chaque appel à projet pour nous c'est un pari. On fait un pari sur le fait qu'on pourra obtenir cet appel à projet. On fait un pari sur la possibilité qu'on aura de l'implémenter sur le terrain, alors qu'on n'est absolument pas maître des conditions de déploiement sur le terrain, puisque ça repose beaucoup sur des équipes partenariales. On fait un pari sur le montant exact qu'on va obtenir par rapport à cet appel à projet. OK, on est directeur, on a des responsabilités à prendre, il y a une nécessaire prise de risque. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce pari, il s'appuie sur un certain nombre de paris, de plus en plus nombreux qu'on a fait au précédent, et que nos paris, on les fait sur des probabilités. Et que très vite, on se rend compte que là-dedans, ce n'est pas possible d'avoir une projection sereine de tout ça. Alors là aussi, ça génère des problématiques parce que du coup, on se retrouve avec un déficit en gestion opérationnelle. Là, je ne vais pas vous refaire tout ça, il y a aussi beaucoup de littérature sur cette question-là, mais on a moins de temps pour la méthodologie et le suivi de projet, on a moins de temps pour accompagner nos équipes d'un point de vue managérial et logistique, et plus grave que tout ça génère des interférences dans notre dialogue de gestion avec nos financeurs et avec nos tutelles, et c'est des choses qui sont particulièrement regrettables parce que je voulais le réaffirmer ici, on voit bien qu'il y a une volonté partagée d'arriver à avancer sur cette question-là, mais on part de terriblement loin sur ce volet du financement. 2 minutes, on m'a demandé d'intervenir ici, j'ai fait un petit mail, c'était il n'y a pas longtemps, il a fallu réagir vite, j'ai fait un petit mail à certains de mes amis directeurs, et j'ai un directeur qui m'a envoyé le vendredi soir à 22 h, le samedi à 7 h du matin, j'avais une réponse. Et je vais vous lire ce qu'on m'a écrit à ce moment-là. Donc un directeur de XAPA. La prévention, c'est un peu comme l'amour. On y croit à fond, on y met tout son cœur, même quand on n'a aucun retour sur investissement. En amour, parfois on reçoit des fleurs et ça fait plaisir. En prévention, nous on est content quand on reçoit des subventions après avoir répondu à des appels à projets. C'est quoi un appel à projet ? Bon, c'est une espèce d'escape game, mais pour gestionnaire, grandeur nature. Pour le résoudre, il faut s'accrocher, faire preuve de créativité, ne pas céder à la panique, et si on a le temps, on finit par trouver la sortie. Et à chaque fois, on se dit, tout ça pour ça ? Mais on y arrive, parce que la créativité en prévention, on connaît. Il faut dire qu'on n'a pas le choix, ce n'est pas une option, c'est une compétence de survie. Un collègue m'a dit un jour, franchement, mon atelier prévention, là, je l'ai monté avec 3 flyers déchirés, un vieux jeu de Uno, quelques diapos de PowerPoint piqués à mon fils de 3e, et franchement, c'était trop top. C'était trop top parce que le fond y est. Parce qu'on sait s'adapter, on sait faire parler les gens, on sait les toucher, même sans réel financement. Parlons-en des financements. Aujourd'hui, un directeur de XAPA, c'est plus un expert en montage de dossiers qu'en santé publique. Il ne fait pas de la stratégie, il ne fait pas de la gestion, il joue au Tetris avec des sous. Il passe son temps à coller des bouts de subventions pour faire tenir une action d'intérêt général. Je vous le dis, moi je passe plus de temps à chercher des subventions qu'un ado à chercher du réseau dans la Creuse. Et en général, quand j'en trouve, c'est dans les fonds de tiroir. Et si ça tient, c'est un miracle. Et si ça marche, il faut fournir des preuves probantes. Mais pas trop cher, parce que l'évaluation, elle n'est pas financée. Un peu comme si on devait rendre des comptes, alors qu'en fait, on n'a jamais vraiment eu la caisse. Et pendant ce temps, sur le terrain, les équipes se battent, inventent, bricolent. Elles font de la création contemporaine sans le savoir, des collages, des performances orales, du théâtre invisible. En fait, on devrait être subventionné par le ministère de la Culture. Sauf que nous, on bosse dans la santé. Et dans la santé, la prévention, eh bien, c'est 10% des budgets et 80% des difficultés. Alors oui, on est créatif. Oui, on est débrouillard. On est passé maître dans l'art du système D comme débrouille, D comme dossier, D comme démerde-toi avec ça.
mais surtout on est tenace. Et si on continue à faire ce boulot, malgré tout ça, c'est parce qu'on y croit encore. Merci à toutes les équipes de terrain qui, chaque jour, réussissent l'impossible, faire de la prévention avec rien et tout leur cœur. Je vais le redire et je vais conclure par ça. Ce constat, il est assez partagé par les acteurs que nous sommes, mais aussi très sincèrement par les opérateurs qui sont de plus en plus sensibles à cette question des difficultés de financement de prévention et sur la nécessité de nous accompagner. Il faut l'affirmer ici. Et quand on parle des programmes, moi, l'intérêt que j'y vois aujourd'hui, c'est que ça peut permettre de faire alliance, justement, entre les tutelles qui peuvent s'en saisir pour prouver des choses et pour asseoir des changements et des recherches de financement structurel et qui en plus ont l'avantage de nous associer à la recherche. Juste, n'oublions pas que le tout programmatique, c'est pas possible et qu'il faut vraiment songer à réserver une part à la créativité et à l'inventivité nécessaires à la prévention. Voilà. Merci beaucoup Julien pour cet exposé et ce témoignage. Je pense qu'en effet parle à beaucoup de monde dans notre secteur, mais je pense aussi au secteur de la recherche qui je pense doivent être confrontés aux mêmes problématiques et à la même casse-tête que ça. Il nous reste 10 minutes, donc on peut prendre des questions, des réactions. N'hésitez pas. Je suis désolée, j'ai encore une réaction, mais je ne veux pas prendre la parole à la place de quelqu'une. Je vous remercie, Julien. Ça m'a fait beaucoup écho, mais je pense qu'à beaucoup de personnes ici. Et je trouve ça chouette, en fait, de dire que c'est aussi et surtout ça, la prévention. Et je vous rejoins sur les acteurs, actrices de terrain. Moi, je me sens chanceuse dans ma pratique d'être entourée d'une équipe qui y croit, enfin c'est le terme que vous avez employé et je vous rejoins complètement. Et c'est ce qui fait que parfois se pose la question de est-ce qu'on n'est pas presque dans du militantisme, même si on n'est pas forcément une association qui se revendique en tant que telle, surtout quand on voit aussi les salaires, de se dire en fait, faut pas faire ce boulot pour l'argent. Et je voulais partager un bouquin qui m'a fait beaucoup écho et notamment qui est en lien avec votre discours, qui est « Te plains pas, tu es pas à l'usine », qui parle justement de l'associatif, parce que là vous avez parlé de la prévention et je compléterai sur la prévention dans l'associatif. Les appels à projets, c'est vraiment le quotidien qui est extrêmement stressant et qu'en fait pour faire ce travail il faut y croire, parce que si on n'y croit plus, il vaut mieux, je pense, partir pour notre santé mentale. Donc, merci d'avoir décrit ce tableau. Je ne sais pas s'il y a des financeurs dans la salle. J'espère, même si c'est des choses qu'on fait remonter. Je pense qu'il y a... Ok. Son prédécesseur a épuisé dans la caisse. Et le dernier qu'il a... Son prédécesseur avait puisé dans la caisse. Le dernier qu'il a soutenu, c'était l'inspecteur de la DAS parce qu'il faisait des bons dossiers. Je suis un ancien directeur de la DAS. Mais enfin, ça n'existe plus. Mais quand je vois comment travaillent les ARS, maintenant de très très loin, je suis l'ancien président de l'association Opélia, j'ai tout à l'heure réagi à l'exposé magnifique et d'une tristesse amère
de Julien, puisque malheureusement le verre n'est probablement pas à moitié plein, mais à moitié vide. Alors gardez du niaque, continuez à faire ces projets, mais manifestez aussi pour dire que lorsque nous avons créé les XAPA en 2002, dans la loi 2002-2, le P de prévention était absolument intrinsèque à tout le reste, c'est-à-dire aux soins et à l'accompagnement, et nous pensions que nous allions financer la prévention de façon régulière et systématique, et que lorsque j'ai entendu hier la sous-directrice de l'ARS faire un excellent exposé sur tout ce qu'elle faisait, et sur la prévention, on a eu des définitions absolument merveilleuses. Elle a simplement oublié de dire qu'en Pays de Loire, il n'y avait probablement pas de plan systématique d'intervention tous les 15 jours dans les lycées et collèges et dans les endroits les plus reculés. Alors ça c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Je sais bien qu'on ne peut pas tout faire, mais que l'on soit honnête dans le propos. C'est pas toujours facile de... Moi, je voulais quand même préciser ici que l'enjeu, effectivement, j'ai exprimé les choses parce que je pensais que c'était important au regard de ce que moi je vis et au regard de ce que je vois autour de moi. Je pensais que c'était important d'exprimer tout ça. Mais je le redis très sincèrement, je trouve que l'impuissance, elle est partagée. Et que l'enjeu, il est structural. C'est très bien de questionner le P de prévention du XAPA. Moi, il me semble que l'enjeu, il est effectivement ici. Il y a des ARS, de ce que j'en sais, qui ont saisi le taureau par les cornes et qui financent de manière intéressante la prévention. C'est pas le cas partout. Oui, François Richard, je travaille au CBD Addiction. Je coordonne une CJC, je fais pas mal de prévention depuis quelques années et merci à vous trois. C'est pas très joyeux comment tu as terminé, Julien, mais c'est vraiment notre réalité. Et j'avais une réflexion là peut-être qui faisait un peu le lien, et c'était la question de la réduction des risques et de la campagne de prévention de Santé publique France. On est tous là, ça fait, je sais pas, des dizaines d'années qu'on fait de la réduction des risques, qu'on pense que c'est une bonne approche de la prévention, que c'est une bonne manière de parler aux jeunes, et c'est peut-être quelque chose qui permet de les embarquer. Et ça a mis du temps pour arriver jusqu'à une campagne nationale en se disant on va parler de la réalité du quotidien des usagers dans une campagne nationale. Et alors, je ne sais pas les autres si elles ont marché, mais en tout cas, celle-là, vous dites qu'elle a marché. Voilà, il y a 30 ans, les gens faisaient de la réduction des risques sur l'alcool, sur les soirées, quand ils faisaient de la prévention en milieu festif. C'était leur principale manière d'aborder les jeunes, ou les moins jeunes d'ailleurs. Mais voilà, et 30 ans après, on fait alors, il y a eu des levées boucliers par rapport à... C'était de l'incitation, c'était des choses insupportables, on pensait... Mais heureusement, l'évaluation est là pour montrer que ça a un peu fonctionné, donc j'espère que ça va... on en a une autre un peu moins fun sur la question de la responsabilisation des consommateurs. Donc on voit bien qu'on est dans un mouvement de balancier. Mais en tout cas, voilà, s'appuyer un petit peu sur ce que font les professionnels, sur ce qu'ils ont inventé, sur ce qu'ils créent, sur ce qui... de manière empirique, voit comment ça fonctionne dans le lien à l'autre. Et peut-être sur la question des publics les plus en difficulté, je me dis que ceux qui sont le plus en lien avec ces difficultés, ces publics en difficulté, c'est ceux-là qui vont avoir le vrai regard. C'est pas de ce qui va fonctionner avec eux, parce que c'est de la dentelle là avec ces publics-là. Voilà, je ne sais pas si les campagnes nationales fonctionnent. Je pense qu'ils peuvent être embarqués sur des choses très
très générale, mais vraiment, il faut ceux qui consomment, ceux qui sont vraiment dans une addiction profonde et lourde. Si on veut faire de la prévention tertiaire, en l'occurrence, il faut travailler en proximité et s'appuyer sur les gens qui sont en proximité avec eux pour penser les actions de prévention. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Sur l'utilisation du levier réduction des risques en communication, en campagne, en marketing social, il y a eu, c'est la base, mais il y a eu d'autres campagnes précédemment, notamment Amis aussi la nuit, qui date, je crois, de 2018. Et encore auparavant, il y avait des supports d'information, donc des flyers, des documents que Santé publique France ou ses ancêtres, l'INPES, produisaient aussi. Et effectivement, en lien assez étroit avec un certain nombre d'associations qui connaissent ces concepts et les pratiques depuis beaucoup plus longtemps. Donc oui, il faut parfois attendre un certain temps avant que certains leviers puissent être exploités en communication, mais ça finit par venir. Et puis après, sur la deuxième partie de votre commentaire, associer les acteurs, notamment associatifs, qui connaissent très bien les publics, notamment les publics vulnérables, quand on conçoit des actions de communication, alors des campagnes ou simplement même des outils de communication. C'est ce qu'on essaye de faire, c'est très très important parce que ce sont eux effectivement qui connaissent ces publics. Et quand on se contente juste d'interroger ces publics dans le cadre d'études qualitatives, par exemple, on n'a pas forcément toute la connaissance sur tout ce qu'ont pu observer les acteurs associatifs qui les côtoient, ce qui a pu fonctionner auprès d'eux, ce qui fonctionne, ce qui leur convient en termes de messages, etc. Donc on essaie effectivement de s'appuyer sur ces savoirs-là qui ne sont pas les nôtres, qui sont portés par les acteurs de terrain. Non. Allez, une toute dernière, s'il y en a, surtout pour Madame la Présidente. C'était juste pour réagir sur cette question. Je suis désolée, je suis arrivée au moment de l'intervention de Julien, j'ai pas entendu Viette, mais j'ai compris que c'était la campagne, c'est la base qui avait été aussi traitée là-dessus. C'est juste partager une inquiétude, et c'est pas non plus pour balancer sur les copains, mais cette campagne, c'est la base. Finalement, la fédération l'a beaucoup soutenue en reconnaissant l'intérêt. On a été beaucoup critiqués, vous aussi d'ailleurs, parce que au départ, on n'avait pas rappelé que l'alcool c'est nocif. Et on a été beaucoup aussi critiqués là-dessus, mais par d'autres addictologues, par d'autres en disant mais qu'est-ce que vous soutenez? Parce qu'il faut déjà rappeler que l'alcool c'est nocif. Or, c'était en effet pas le propos. Le propos c'était de la réduction des risques. C'était pas d'aborder, évidemment, c'était pas d'aborder l'angle. L'angle d'abord n'était pas celui de rappeler que rien c'est mieux. C'était de dire lorsque vous consommez de l'alcool ou d'autres produits, voilà un certain nombre de préconisations qu'on rappelle depuis des décennies, etc. Et c'est là où je rejoins Julien quand il dit il y a toujours un travail quand même important à faire, y compris dans nos rangs, sur la prévention, la répression, et ne pas confondre les deux, et ne pas confondre aussi à quel moment on s'adresse, à quelle population et par quel canot. Cette campagne n'était pas une campagne tout public. Cette campagne, elle était ciblée. Je rejoins François quand il dit on a continué de l'accompagner auprès des publics ciblés, et c'est bien tout ce qu'on défend aussi, c'est-à-dire que les campagnes de prévention universelle, oui, mais elles ne se suffisent pas, et il faut bien des acteurs sur le terrain qui existent et qui ont un peu plus que 2 crayons et 3 bouts de carton pour accompagner ces campagnes-là. Je pense qu'on a aussi dans nos rangs à continuer un gros travail sur qu'est-ce qu'on fait, à quel moment et sur quels aspects, sur quels ressorts on intervient. Merci beaucoup Catherine, je vois l'heure qui tourne, donc ça va être le moment de conclure. Bon, les perspectives ne sont pas des plus réjouissantes, mais on connaît votre dynamisme, votre ténacité. La complexité nous amène à nous rassembler aussi dans nos diversités, acteurs de la recherche, institutions, acteurs de terrain, agences régionales de santé. En effet, comme dit Julien, on est en lien avec beaucoup d'agences régionales de santé qui font aussi ce qu'elles peuvent dans des complexités différentes. Donc voilà, cette complexité nous amène encore plus à travailler ensemble dans cette difficulté, cette ligne de crête qui est toujours la nôtre, et de poursuivre, parce que si on est là, on y croit. Je vois dans la salle des gens avec qui on travaille depuis très longtemps, et je pense qu'on a encore du travail à faire. Donc voilà,
on va partir sur un petit message optimiste. On sera là pour poursuivre et on lâche rien. Donc merci beaucoup aux 3 intervenants et on va clôturer cette conférence et vous pouvez aller vous substanter pour un café. Merci pour votre présence ce matin à 9h, c'est jamais évident. Merci à tout le monde.